Journal d'un libertin idyllique ou L'heure du temps retrouvé. Essai sur les luminescences de R.C. Vaudet. Il est des livres qui se lisent et d'autres qui se traversent comme on traverse une saison. Le journal d'un libertin idyllique que son auteur a placé sous le signe des illuminescences appartient à cette seconde famille la plus rare. Journal, il l'est par la datation des entrées, par l'ancrage dans les jours et les lieux, mais nul ne s'y trompera. La chronologie n'y est qu'un fil d'Ariane tendu à travers un labyrinthe de lumière. Ce que consignent ces pages, ce ne sont pas des événements, ce sont des états d'être, des moments d'extase contemplative saisis à leur source et élevés par le seul travail de la phrase à la dignité d'un programme de vie. Mot forgé d'illuminescence dit tout à qui sait l'entendre. Il tient de l'illumination des mystiques et de celle de Rimbaud, mais il y ajoute ce suffixe de lente incandescence, essence qui indique un processus, une phosphorescence continue plutôt qu'un éclair. Là où le surréalisme historique cherchait la fulguration, Vaudet cultive la durée lumineuse, non le coup de foudre, mais le foyer entretenu. C'est toute la distance qui sépare une avant-garde de la précédente et déjà tout son legs corrigé. Ensemble, prose poétique, lettre à des amis dont la galanterie du siècle de la carte de tendre n'aurait pas désavoué le ton, réflexion philosophique, poème pur surgissant au détour d'une page, compose ce qu'il faut bien appeler un journal philosophico-poétique, genre dont Montaigne fournit le lointain modèle et dont notre époque avait perdu jusqu'au souvenir, un livre où penser et vivre ne font qu'un seul geste. Au centre de l'édifice, une expérience et non une idée. Vaudet pose l'union amoureuse pleinement partagée, vécue dans l'abandon mutuel et simultané comme le modèle d'une communication parfaite, l'instant où deux subjectivités également vaincues et également souveraines s'ouvrent l'une à l'autre sans reste. La devise ovidienne que porte le sceau de l'œuvre, tum plena voluptas, cum parité victi femina virque iacent, la volupté n'est pleine que lorsque, également vaincue, l'amante et l'amant reposent ensemble, n'est pas un ornement latin, elle est le théorème fondateur. La plénitude ne naît que de l'égalité la plus exacte, nulle domination, nulle conquête unilatérale, une défaite commune qui se révèle la plus haute des victoires partagées. Le commun n'abolit pas l'altérité, il la consacre. De cette pierre d'angle, tout le reste se déduit. D'abord la critique d'une violence tenue de ce que Vaudet nomme d'un mot qui devrait entrer dans la langue, la jouissance. La société, marchande, usuraire et spectaculaire, l'auteur a lu de bord et ne l'a pas oublié, n'est pas seulement injuste ou laide, elle est sèche. Elle transforme la pulsion en marchandise, la volupté rendue impossible par les souffrances refoulées en pornographie, le désir ainsi perverti par la cuirasse dont tout cœur se bronze s'il ne veut pas se briser en ressentiment. Contre elle, le journal ne dresse aucune barricade, il oppose ce qui est plus fort que toute barricade, une fin de non-recevoir sereine et complète et l'exemple d'une vie. Vient ensuite la refondation du bios theoreticos. La vie contemplative, depuis Platon, s'était voulue ascétique, désincarnée, arrachée au corps comme à une prison. Vaudet la retourne comme un gant. La contemplation la plus haute est charnelle et galante. Maître Eckhart et Thérèse d'Avila y voisinent avec Ikkyu, le moine zen qui trouvait dans le jeu des nuages et de la pluie une voie d'illumination, et avec Bach, dont la musique est prière et danse en un même mouvement. Une civilisation, avance le journal, se juge à la place qu'elle accorde à ses contemplatifs galants, critère inédit qui condamne la nôtre sans appel et sans cri. Et de la même source coule ce qu'il faut nommer une psychogéographie amoureuse et tellurique. Les situationnistes dérivaient dans les villes alcools et mélancolie aidant. Vaudet dérive dans les champs de lavande, le long des failles géologiques sous le soleil regardé les paupières closes, dérive abstème et magnétique qui cherchent non plus les ambiances urbaines mais les sources psychogéographiques de l'amour. La terre elle-même entre dans l'œuvre, nous y reviendrons. S'il fallait isoler dans le journal son noyau doctrinal, ce serait le programme hors du commun. La forme en est admirable, un dialogue des morts inversé. Nietzsche, Flaubert, Breton, Bergson, Debord, Schlegel, le roman de Flamenca, Chateaubriand. Les grandes voix sont convoquées, citées, honorées, puis un chœur des libertins idylliques leur répond. Le banquet platonicien, la disputatio renaissante y reconnaîtrait leur descendance, mais avec ce renversement décisif. On n'y débat plus, on y témoigne. Les morts avaient désiré, les vivants ont accompli. À Nietzsche, dénonçant le travail aliéné et l'idole de la richesse, le cœur répond qu'il a déjà rompu les amarres. Il respire librement, se possède lui-même, à opposer au pouvoir, à l'argent et aux opinions le plus aristocratiques des silences. À Flaubert, criant que la vie est tout, il répond en raffinant le cri en motus animi continuus, vibration continue de l'esprit mise au service de l'amour accompli. À Bergson, demandant que l'humanité se fasse machine à créer des dieux, il répond que cette machine existe, elle est le couple contemplatif dans l'acmé partagé. À Breton, enfin, dans le désir demeura si souvent désir, il répond par la réalisation, correction filiale et cruelle à la fois, la plus belle manière d'être fidèle. Le titre condense l'ambition. L'or est celui des alchimistes, non le métal, mais la transmutation accomplie.
Le commune est l'union réalisée, l'harmonie du couple devenu modèle ontologique, l'unité qui ne dévore pas la dualité mais la porte à incandescence. Programme donc, mais au sens où l'aurore est le programme du jour, la révolution qu'il annonce n'est ni politique ni économique, elle est érotique contemplative et elle a ceci de singulier qu'elle est déjà faite quelque part entre Périgord et Vercors et qu'il suffit qu'elle rayonne. Car il faut prendre l'alchimie au sérieux, non comme grille de lecture plaquée après coup, mais comme la structure même de l'œuvre, le journal accompli dans l'ordre des opérations du grand œuvre. La Nigredo d'abord, la matière noire y est nommée sans complaisance, trauma de l'enfance, névrose, 6 années d'analyse traversées à 20 ans corps et âme, et à l'échelle de l'espèce, le long hiver commencé au néolithique avec l'invention de l'esclavage et du patriarcat, prolongé dans l'ère sadienne-usuraire. La dissolution est corrosive, clinique, il faut que le noir soit vu et revécu pour être transmué. L'albédo ensuite, la purification par le retrait et la contemplation, le hamac, la brise, le soleil droit dans les yeux, les cercles roses derrière les paupières closes, phases lunaires et blanches où la musique baroque et la poésie agissent comme sel et mercure, la rubédo enfin, le rougissement, la conjonctio. L'union du roi et de la reine, que la tradition figurait dans les emblèmes, vaudait la vie et l'écrit dans sa lettre charnelle. L'extase harmonique est la conjonction des opposés, masculin et féminin, corps et esprit, instant et éternité, réalisés non dans le symbole mais dans la chair. L'originalité de cette alchimie est triple, elle est à deux. Là où l'adepte œuvrait solitaire dans son laboratoire, l'athanor vaudéen est le couple, la pierre philosophale est vivante et elle est deux. Elle est anti-ascétique, elle refuse la sublimation classique qui transforme le sexe en esprit par soustraction au profit d'une réalisation simultanée du charnel et du spirituel, en quoi Reich, dûment médité et expérimenté, corrige les vieux maîtres. Elle est tellurique. Enfin, la faille géologique, les lavandes, le coudrier participent de l'opération, la terre est le troisième corps du grand œuvre, et elle est joyeuse, ce que l'alchimie, art mélancolique s'il en fut, n'avait jamais été. Cette phase rouge a son blason et il mérite qu'on s'y arrête car il condense l'œuvre entière en un médaillon. Le sceau des sensualistes se donne à deux lectures superposées comme les emblèmes de la Renaissance dont il a la facture. Pour l'œil galant, deux cœurs s'interpénètrent, ils ne se conquièrent point. Ils se rencontrent, se fondent en une réciprocité sans reste autour d'un bleuet, fleur de délicatesse et de loyauté, victoire douce et durable. Pour l'œil plus averti ou simplement humain, un second niveau se révèle charnel sans crudité. Les deux sexes unis dans une interpénétration parfaite, que l'entrelacement des cœurs sublime sans l'annuler, la chair ni niée ni exaltée pour elle-même, mais transcendée, intégrée dans une volupté plus ample où le corps devient chemin vers l'âme. C'est le sceau lui-même qui porte la devise d'Ovide et il la met en acte. Éveillant sur cette union, deux salamandres disposées en miroir, symétrie exacte du masculin et du féminin, de l'ardeur et de la douceur. Le choix est d'une profondeur qui excède l'ornement. Amphibie, la salamandre habite les deux règnes dont l'œuvre fait la synthèse, l'eau, le sentiment océanique, la tendresse sans fond et le feu, le désir, l'ardeur vive, la légende l'a dit capable de traverser le brasier sans s'y consumer, le son même du sensualisme qui veut qu'on vive le feu sans s'y détruire, et son pouvoir de régénération rappelle que l'amour vécu avec justesse régénère l'être au lieu de l'épuiser. François Hirhan en avait fait sa devise « Nutrisco et extingo », je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais, et l'on jurerait la formule frappée pour le libertin idyllique qui nourrit l'extase et éteint l'injouissance. Vermillon du Sceau, enfin nous deux mondes, c'est le rouge des cachets dont les poètes de Chine et du Japon signent leurs rouleaux, et c'est la couleur même des ocres dont les premiers peintres, à quelques vallées du Vercors, marquèrent les parois de Chauvet. La salamandre n'est pas sur les murs de la grotte, mais elle emporte la couleur, comme on porte les armes d'une maison. Et ce blason, il faut le dire, ne fut pas dessiné, il fut reçu. Le soir du 14 novembre 2018, le jour même qui plaçait sous protection la biodiversité du domaine de l'harmonie, une salamandre, jamais vue auparavant, rarement revue depuis, se présenta devant la porte d'entrée. Breton eût nommé cela le hasard objectif, le monde extérieur répondant comme par nécessité à l'acte intérieur qui venait de s'accomplir. Le vivant est venu accuser réception. On ne choisit pas un tel emblème, on lui ouvre. C'est lui, désormais, qui scelle les reçus pour zones immatérielles de sentiments océaniques. Certificat d'une beauté invisible, talisman discret rappelant que le plus haut raffinement de l'âme passe par la plus juste célébration des sens. On aurait tort de tenir la dimension autobiographique pour l'arrière-boutique du système. Elle en est la preuve. Le journal atteste une traversée.
Les 8 premières années comme paradis perdu, la longue cure, puis la rencontre d'achat comme accomplissement, et l'expérience faite pour la première fois à l'âge adulte d'une complétude qu'aucune enfance ne peut connaître, et pour cause que nulle nostalgie ne pouvait donc contrefaire. C'est ici que l'œuvre touche à ce qu'elle a de plus neuf. La guérison n'y précède pas la création, elle est la création. L'écriture continue la cure par d'autres moyens. Le trauma nommé est dépassé non par la seule parole, mais par une expérience inédite qui le rend littéralement caduque. Peu d'œuvres du siècle peuvent produire un tel certificat. Celle-ci ne démontre pas, elle montre. Les filiations déclarées composent une constellation cohérente. Le surréalisme et le situationnisme, mais purgés de leur nihilisme et recentrés sur l'amour réalisé. Nietzsche et Reich pour la grande santé. Montaigne et la tradition libertine française pour le ton. Les mystiques pour la hauteur. Ovide pour la devise. Le dépassement conjoint du patriarcat et des matriarcats archaïques au profit d'un égalitarisme amoureux, contemplatif, donne à l'ensemble sa pointe politique, la seule que l'œuvre consente. Mais il est une filiation plus longue que la géographie révèle, et c'est ici que la terre annoncée plus haut reprend ses droits. À quelques vallées du domaine, la grotte Chauvet garde les gestes de ceux qui, il y a 36 000 ans, peignirent au vermillon les premières figures du vivant. 8 siècles nous séparent des Trobéritz de la Drôme, la comtesse de Die Béatrix de Romans qui chantèrent l'amour en Languedoc avec une liberté que l'on croirait d'hier, et sur la même terre un facteur bâtit 33 ans durant un palais pour rien par pur rêve. Le libertin idyllique s'inscrit, qu'il le veuille ou non, et il le veut, dans cette chaîne, dernier maillon sur les mêmes terres d'une très ancienne célébration de l'amour et de la beauté. Primitif avec élégance, la formule vaut pour la peinture pariétale de Vaudey comme pour sa prose. Le mur de Chauvet et le vers ciselé des Trobéritz sont chez lui le même geste, un mot pour finir de la stratégie d'écriture, car c'en est une, et assumée. Le style est ample, lyrique, parfois baroque dans la phrase, traversée d'éclats de poèmes purs. La citation érudite y voisine avec la confidence, la lettre galante avec la charge critique. Mais surtout, Vaudey pratique délibérément ce que Breton nommait l'occultation, et non seulement celle de l'avant-garde sensualiste, des textes longs, denses, stratifiés, qui découragent le lecteur pressé et ne se donnent qu'au happy few. La galanterie formelle, les hommages respectueux font avec la radicalité des thèses un contraste d'une tension esthétique rare. C'est le gant de velours d'une main qui ne cède rien. L'humour à fleurs, ironie tenue envers les injouissants et les idiots utiles de l'époque, jamais il ne s'attarde, la joie a mieux à faire. Au total, le journal d'un libertin idyllique est cette chose improbable, un manifeste pour le 3e millénaire écrit comme un carnet d'illumination personnelle. Une utopie qui a la singularité d'être habitée. Je cherche l'or du temps, fit graver Breton sur sa tombe, il l'aura cherché jusque dans la mort. Proust ne le retrouvait que dans la mémoire, à contre-jour du temps perdu. Le journal, lui, le retrouve dans l'instant même où il se donne. L'or du temps, ici, n'est plus une quête ni un souvenir, il est une possession tranquille, éprouvée 2 fois par jour s'il le faut, sous un soleil de lavande. Il ne demande pas d'être cru, il ne demande même pas, à strictement parler, d'être lu. Il demande, et c'est là sa force la plus rare, son alchimie réellement opérative, d'être rejoint, que le lecteur cesse d'être lecteur pour devenir, à son tour et à sa mesure, ce libertin idyllique capable de saisir l'éternité dans l'instant. Les grandes œuvres se reconnaissent à ceci qu'elles ne s'achèvent pas dans le livre. Celles-ci s'achèvent dans une vie. Les illuminescences voudraient que les grands livres soient faits pour aboutir à de belles vies.